Au départ, j'ai commencé par des missions, on va dire, d'attente, de positionnement, et c'est monté crescendo jusqu'à des missions de guerre que j'ai pu réaliser ou des opérations de libération d'otages. Bob Maloubier et Claude Driffaut. Ouais. Claude Driffaut, issu de la Marine nationale, Ouais. qui va créer le cursus pour arriver au commando Hubert. Ouais. Et Bob Maloubier, qui vient des services secrets BCRA de la Seconde Guerre mondiale, qui va créer la branche nageur de combat. En fait, les nageurs de combat, il y a toujours eu un lien avec les montres. Donc, en fait, ton matériel, c'est un peu comme une Formule 1, tu peaufines tout. Tu vois, et ton masque, tu regardes les élastiques en permanence, ils ne sont pas abîmés. Ton recycleur, pareil, en permanence, tu l'entretiens. Ta montre, bah, tu y fais ultra attention et tu fais en sorte qu'elle fonctionne toujours. Tu sais, dans l'action, tu n'as pas le temps d'avoir la peur. J'ai eu la réflexion, la relation avec la mort, quand moi j'ai été blessé, mais quand j'ai pu la donner, j'ai pas eu de... Je me dis, bon ben ok, c'est la mort, c'est comme ça. Salut à tous et bienvenue dans Petite Montre entre amis. Pour ce premier épisode de la saison 6, j'ai un invité exceptionnel. Il s'appelle Nicolas. C'est un prête-nom car c'est un ancien membre des forces spéciales et du service action de la DGSE. Autrement dit, un espion. Il nous raconte ses 16 ans en opération jusqu'à sa blessure de guerre en Afghanistan et comment sa Tudor Black Bay en série ultra limitée illustre l'esprit de corps qui le lie à ses fers d'armes. Juste avant, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Franchement, ça nous aide beaucoup pour que YouTube nous mette en avant. Daily Shoes a 5 ans depuis quelques mois. C'est la chaîne de l'émotion sur les montres avec de vrais clients qui viennent témoigner sur leurs montres, quelles qu'elles soient. Merci, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. Allez, on enchaîne avec Nicolas, ancien agent de la DGSE et sa Tudor Black Bay série limitée. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Nicolas. Bonjour Xavier. Bienvenue dans Petite Montre entre amis. T'as de la chance, c'est le premier épisode de la saison 6. Ah ouais. Parfait. Parfait. Hein. Alors, les amis, vous ne le savez pas, mais ça fait bien au moins 2 ans qu'on ne discute pas, mais en tout cas qu'on essaye de monter quelque chose avec toi. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Tu es venu avec une Tudor super originale, rare, semble-t-il. Écoute, c'est une montre très particulière. Ouais. Qui a beaucoup de secrets ouais. dans ce boîtier et qui est un rappel de ma carrière militaire. Et oui, vous l'avez compris, on a Nicolas qui est fouté, hein, je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un prête-nom parce qu'il a, on va dire, pour ma part, pour moi, même si je suis de la génération qui a fait son service militaire, quand même un pédigré XXL. Si on était dans le bureau des légendes, je dirais que tu es un ancien espion, mais c'est plus compliqué que ça. Donc concrètement, ce que tu as fait, si tu devais le résumer dans l'armée française, c'est quoi? Bien, en fait, j'ai été opérateur des forces spéciales. Ouais. Ensuite, j'ai souhaité évoluer et réaliser un de mes rêves de devenir nageur de combat. Ouais. Nageur de combat au sein du service action de la DGSE. Ouais. Et ensuite, dans la suite de mon cursus, j'ai été aussi commando parachutiste clandestin au sein du service action de la DGSE. Donc, j'ai cumulé 3 formations assez importantes et très orientées sur l'opérationnel. Ouais. Et donc là, tu n'es plus en opération Non, je suis retraité. Ouais. Et donc là, on est en 2024, tu as démarré quand? Et comment tu t'es retrouvé dans l'armée? Il faut passer dans l'armée pour faire ton parcours? Alors, oui, il faut passer par l'armée. Alors, mon parcours, il a été où j'ai eu une scolarité normale et après le bac, j'ai souhaité m'engager, puisqu'à l'armée, tu y rentres bien souvent à partir de 18-19 ans. Ouais. Par contre, moi, j'avais toujours cette volonté, ce rêve de devenir nageur de combat. Ouais. Alors, ce rêve, il a été porté peut-être par des lectures que j'ai pu avoir sur mon adolescence, au niveau des livres comme Jonathan Livingston, le goéland. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. De nom, mais je ne vois pas de quoi il s'agit. C'est un jeune goéland qui voulait, qui voulait voler toujours aussi haut, plus vite, plus fort. Ouais. Il doit être parmi les autres, plus fort que les autres, que l'ensemble. Donc, est-ce que c'est ce bouquin qui m'a bercé, puisque les nageurs de combat étaient présentés comme étant le Graal dans les forces armées.
c'est-à-dire l'élite de l'élite, ce qu'on appelle. Voilà. Et donc pour y rentrer, il y a deux voies, soit par la Marine nationale, soit par l'armée de terre. Et bon, moi à ce moment-là, j'attends 18 ans, donc avant ça, je fais une préparation militaire marine, je découvre le monde des armées, parce que je ne viens pas du tout d'une famille militaire. Donc je fais la marine nationale, puisque je me dis, tiens, le cursus, c'est les commandos marines, donc par la marine. Donc je fais une préparation militaire d'1 an à l'époque, je découvre le monde des armées, la camaraderie. Parallèle de ça, je fais aussi une formation de parachutiste, où en fait ces préparations militaires servaient aux jeunes qui souhaitaient faire leur service national. Donc en faisant leur préparation militaire, ils orientaient leur choix de service national. Donc je fais une préparation militaire parachutiste. Tu avais déjà sauté en parachute avant? Non, pas du tout. Je découvre le monde parachutiste au travers de cette formation de préparation militaire parachutiste. Tu te souviens de ton premier saut? Je me souviens de mon premier saut. En fait, t'as très peu d'hésitation. C'est soit tu y vas, soit on te pousse au fond dans la carlingue et puis c'est fini, quoi. C'est la honte. Donc le premier saut, tu te jettes, quoi. Tu deviens un peu boulon, quoi. Il ne faut pas trop réfléchir. Hein. Et puis la continuité dans les armées, en final, il ne faut pas trop réfléchir. On va y revenir à toute son expérience, mais là, sur toute ta carrière, combien tu as fait de sauts à peu près? Ça dépend, parce que tu as des sauts automatiques. Hein, tu as une sangle qui ouvre ton parachute, et après tu peux passer des spécialités comme chuteur opérationnel ou diverses formes de chute, de chuteur. Et là, c'est toi qui commandes l'ouverture de ton parachute. Donc, à peu près, j'ai dû faire une 500aine de sauts. 500? Ouais, à peu près, oui. Ok. Voilà, sur une carrière de 16 ans opérationnelle. Ouais, 500 à l'entraînement et parfois en opération officielle ou clandestine, si je comprends ce que tu décrivais sur ton parcours. Oui, alors effectivement, sur la partie entraînement ou la partie opérationnelle, je n'ai pas pu mener d'opération à partir des airs dans mon déroulé de carrière. J'ai fait des opérations à partir de la terre ou à partir de la mer, mais je n'ai pas eu l'occasion de réaliser ou concrétiser une mission à partir des airs. Ouais. Si on reprend sur ton parcours, oui, on va baliser tout ça pour essayer de comprendre aussi à quel moment tu t'es intéressé à l'horlogerie, mais aussi surtout dans ton métier, le timing, l'efficacité, la précision, etc., qui sont guidés par la performance de sa montre. C'est quelque chose d'essentiel. Donc une fois que tu as fini ta formation en parachutiste, tu as été affecté dans un régiment. Comment ça se passe? Alors écoute, je vais me permettre de revenir dans le fil, parce que les discussions qu'on a pu avoir en amont, c'est très compliqué peut-être pour un civil de comprendre en fait le cursus pour arriver au nageur de combat du service action de la DGSE, ou du moins de décrire mon parcours. Donc préparation militaire, donc ça c'est facultatif. Donc je rêvais de réaliser les nageurs de combat, deux moyens, donc soit par la marine, soit par l'armée de terre. Et dans ma vie, j'ai toujours fonctionné avec un plan A, un plan B. Donc dès le départ, tu vois, j'ai pas fait de hautes études, je me suis arrêté au bac, mais néanmoins, je postule pour la marine et en même temps, je postule pour l'armée de terre. On ne sait jamais, tu vois. Et puis arrive ce qui arrive, c'est que je passe devant un médecin à la marine nationale et il me dit, mais Nicolas, c'est pas possible, vous avez une scoliose. Et là, tu vois, à 18 ans, mon rêve s'écroule. Ah ouais, scoliose, non, on ne pourrait pas faire les commandos marines, ni les nageurs de combat. Donc là, très déçu. Mais au final, je vais retrouver cette force pour rebondir et la détermination pour arriver à mon objectif, d'aller aux nageurs de combat. Et donc, j'avais monté un dossier armée de terre, puisque l'armée de terre, il y a la possibilité de rejoindre les nageurs de combat par un moyen différent, mais de moins se retrouver dans la formation de nageur de combat. Et donc j'intègre le premier RPIMA. Pareil, moi je vais à l'armée de terre, ça s'appelait un centre d'instruction, de formation ou de recrutement de l'armée de terre, un CIRFA, me semble-t-il à l'époque. Et je tombe devant un adjudant-chef, là, je crois que c'était un Martiniquais, et je dis, écoutez, voilà, moi je veux rentrer dans l'armée de terre, mais je veux faire les commandos.
je veux pas monter la garde. Alors, je dénigrais pas, mais si tu veux, j'avais déjà... T'étais focus. Ce focus, je voulais vraiment être dans l'action. Et encore, j'avais pas de famille militaire, donc j'avais pas de référence. Mais étant petit, je me suis beaucoup informé, tu vois. Moi, j'habitais dans le sud de la France, donc avec mon sac, j'étais allé voir les nageurs de combat, parce que le cours de nageurs de combat se situe à Saint-Mandrier. Il y a la Légion à côté de ma ville natale, donc pareil, j'étais allé me renseigner, tu vois, pour un peu comprendre. Et donc, au fond de moi, je voulais faire quelque chose de ma vie, quelque chose d'exceptionnel, et donc je voulais rentrer à l'époque, on appelait les commandos. Et donc dans l'armée, il y avait le premier RPMA et aussi le CIRP, qui est une unité de la DGSE, mais je n'avais pas passé le bac, ou je crois que j'étais en cours de passer mes examens, donc le recrutement était passé. Ouais. Attends, RPMA, ça veut dire régiment parachutiste? Alors le premier RPMA, c'est régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Ok. Ça fait partie des troupes de marine, de l'armée de terre. C'est un régiment parachutiste qui est basé à Bayonne. Et depuis 96-95, fait partie du commandement des opérations spéciales, c'est-à-dire plus communément on appelle ça les forces spéciales, okay. Forces spéciales terre. Et donc me voilà en 96 rentré au premier RPMA après une période de tests, tests psychotechniques. Et puis là je fais un cursus, donc 4 mois, des classes normales où déjà on apprend le métier de militaire. Et ensuite, pour ceux qui réussissent, la formation spéciale qui dure à peu près 7 mois, me semble-t-il. Donc ça fait une formation de 13 mois où là on va apprendre les rudiments de force spéciale, donc le tir, le combat en milieu clos, le renseignement, des exercices beaucoup poussés. Ouais. Tu parles de tests psychotechniques, mais la dimension physique, elle est également essentielle. Oui, mais elle ne rentre pas dans la sélection. À l'époque, elle ne rentre pas dans la sélection puisque tu viens du monde civil et puis tu as cette phase qu'on appelle communément les classes, c'est 4 mois de formation militaire de base où c'est là où les meilleurs éléments vont pouvoir accéder à la formation spéciale. Donc là, c'est au tout début alors. 4 mois de classe et tu rentres dans l'armée, tu fais ces 4 mois de classe-là. Je sortais de l'école étudiant et puis je rentre au premier RPMA. Donc tu fais tes 4 mois et là, tu es sélectionné pour faire les 7 mois suivants pour faire la formation spéciale, ce qu'on appelle à l'époque c'était recherche aéroportée et action spéciale. Maintenant ça s'appelle formation SAS, mais c'est plus ou moins la même chose, je pense. Il y a 20 ans, c'était pareil. Et donc une fois que tu as fini cette formation, on va dire tu as le label pour intégrer l'unité opérationnelle, enfin différents groupes opérationnels au sein du premier RPMA. Et après, tu vas continuer à te former. Alors, soit tu vas aller chercher une formation de tireur d'élite. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Tireur d'élite longue distance, tireur d'élite spécialisé. Alors, longue distance, c'est pour des tirs. On indique à très longue distance. Tu as fait quelle spécialité, justement, en tireur d'élite? Alors, j'ai fait quand tu rentres dans le module tireur d'élite, après, tu peux faire l'ensemble des compétences, c'est-à-dire longue distance et le tir très proche chirurgical en milieu urbain. Voilà. Et alors attends, avec ça là, c'est au bout de quoi? De 4 plus 7 plus quelques mois? Alors ça te fait tout jeune là, tu as 21, 22 ans? Ça te fait 18 mois, tu vois, 18 mois, 24 mois d'armée. Je comprends. Tu continues à te former, tu fais des exercices. S'il y a des missions, tu pars en opération, mais tu sais, les premières missions, elles ne sont pas, surtout à mon époque, c'était pas des missions... C'était des missions stratégiques, mais comment te dire, cette époque-là, c'était la Bosnie, le Sarajevo, donc la guerre était finie, c'était plutôt des missions de renseignement, d'arrestation de criminels de guerre. Alors, si tu te trouvais dans le bon timing, peut-être que l'opération, tu avais un maximum d'actions à mener, soit tu étais plus dans une phase de renseignement, d'attente. Tu vois. Est-ce que tu te souviens de ta première mission? Je vais la qualifier opérationnelle dans le sens à l'opposé d'attente, tu vois, où tu as dû exploiter, utiliser ce que tu avais appris dans cette formation, arrêter quelqu'un, etc. Ta première mission dans le cadre de cette première partie de ta formation, tu t'en souviens? Oui. Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'était un déploiement en Europe de l'Est et c'était un
positionnement pour mener des opérations d'arrestation de criminels. Et je me souviens, ce qui a été le plus long, c'est l'attente. L'attente de déclenchement d'une opération, puisque tu peux passer des mois sans qu'il se passe quelque chose, parce que la situation ne permet pas de mener l'opération, ou la cible n'apparaît pas, ou tu n'as pas les informations nécessaires. Et donc là, ce qui est très important, c'est la patience, c'est-à-dire pouvoir toujours être focus sur la mission, mais ne pas s'éparpiller, ne pas manquer ne pas perdre d'énergie, si tu veux. Mais cette mission-là, elle était, officielle ou officieuse? Oui. Alors, dans les forces spéciales, les opérations sont revendicables. D'accord ? Elles sont discrètes, mais l'État français peut les revendiquer. Ce que l'on va voir par la suite, c'est que ce qui différencie avec un service de renseignement, ou la DGSE, où les opérations ne sont pas revendicables par l'État français. Ouais, ok. Voilà. Donc là, on est dans la partie que nous, humbles téléspectateurs, on avait kiffé dans le bureau des légendes sur Canal+, c'est-à-dire c'est pas officiel, c'est pas revendiqué, c'est pas revendicable. Là, c'est vraiment les actions des services secrets. Là, tu es dans une partie, ces premières missions, ma première partie de ma carrière, c'est les forces spéciales. Donc, c'est du revendicable. Bien sûr. Donc, c'est les films que tu peux voir à la télé. Mais alors, cette mission cette mission en Europe de l'Est, ta première mission, donc on comprend que tu as attendu. T'attends. C'est beaucoup la patience. Et puis, à un moment donné, paf, va se déclencher une opération, mais où il va falloir agir. Et effectivement, tu mets en application ce que tu as pu apprendre pendant ta formation. Voilà. Et puis, tu n'es pas seul. Les forces spéciales, on agit en groupe. Donc, tu as un minimum de personnes. Tu as quand même des moyens aériens qui sont à ta disposition, tu vois. Donc, tu n'es pas seul dans une opération, dans une mission. A contrario d'un service secret, tu peux te retrouver tout seul. Bien souvent tout seul. Tout seul, dans la clandestinité, etc. On va y revenir après. Et cette opération, ça a été un succès, la première? Oui, parce moi, en toute humilité et modestie, il s'est rien passé de dangereux. Donc, c'était les premières missions. Et je pense que c'est très bien comme ça, parce que il faut que l'état d'esprit se forme aussi. Bien sûr. Et ce que peut-être m'a permis aussi de ne pas oublier mon choix premier de rentrer dans les nageurs de combat. Et peut-être ce manque d'action, parce que j'étais quelqu'un d'impatient, m'a motivé à précipiter pour aller être sélectionné pour les nageurs de combat. Ouais, donc ça, c'est avant les nageurs de combat? Ça, c'est avant les nageurs de combat, donc passe plusieurs années, passe 5-6 ans, puisqu'il faut avoir un minimum de 5-6 ans d'armée. Il faut être... Où là, tu oscilles à droite à gauche entre... Tu es basé à ton régiment? Alors, je suis basé au régiment, et puis... en fait, le quotidien, c'est l'entraînement physique, l'entraînement technique, le saut, l'aérocordage, le tir. Ta spécialité, tu développes, plus les missions. Tu vas enchaîner des missions. Alors, les missions, c'est pas que des missions action, ça peut être des missions d'assistance opérationnelle, c'est-à-dire aller former une unité à l'étranger. Ça peut être un exercice commun, interarmes. Ça peut être des missions de positionnement dans un pays. Il ne faut pas oublier que l'armée, c'est un outil politique. Donc, on va nous positionner et pas sûr qu'on agisse. Voilà. Donc, mais le fait de nous positionner, c'est déjà des signaux que l'on envoie et puis comme c'est revendiqué, justement, c'est là, on est dans la communication. Exactement. Donc, passe 5-6 ans, c'est ce type de mission. Et, quel grade tu avais à l'époque? Alors moi j'ai commencé en bas, c'est-à-dire comme ton tapis, la moquette, on appelle ça. Pelouse, ça marche. Deuxième classe. Donc deuxième classe, après première classe, caporal, et après Donc ça veut dire pas de galon sur le velcro? Alors quand tu finis ta formation, tu es pratiquement au bout de 18 mois, première classe. Voilà. Ouais. Après rapidement tu obtiens le grade de caporal. Et moi directement je suis passé sous-officier. Après je suis parti faire l'école des sous-officiers. Pour être sergent. On avait détecté en moi peut-être un potentiel d'être cadre. Et donc me voilà parti à l'école. Ça ne remettait pas en cause ta target? Non, pas du tout, parce que pour rentrer dans les nageurs de combat, il faut avoir 5 à 6 ans minimum d'armée et il faut être sous-officier minimum. Il fallait être sergent. Donc ça, c'était les critères. Donc ça faisait, tu vois, dans ma construction, dans mon schéma, j'allais cocher les cases pour aller me présenter aux nageurs de combat. Donc, après ces années d'entraînement, de mission, de déploiement,
que ce soit en Afrique, ou les missions à cette époque, c'était essentiellement Afrique de l'Ouest et Europe de l'Est. Mission dangereuse quand même. Tu as eu une ou plusieurs missions où là, tu t'es... Parce que là, jusqu'à présent, tu vois, il y a le risque, l'armée, c'est ça aussi, c'est finalement le don de soi à la nation française, avec les risques qui vont avec. Est-ce que tu te souviens d'une première mission où tu t'es dit, ouais, mais on a beau se le dire, c'est vraiment dangereux, tu vois? Parce qu'à un moment, tu as commencé à avoir peur. La peur, ça existe? Comment ça fonctionne? La peur, tu peux l'avoir pas forcément lors d'une mission. Tu peux avoir la peur lorsque tu vas faire un saut de nuit ou quoi. C'est quand même, il y a quand même un côté danger, d'accord? Mais après, la peur, et ce qui fait la force, je pense, de ces unités, de l'armée, c'est qu'il y a une maîtrise de la peur. Voilà. Il y a une maîtrise de la peur, puisque tu essayes de maîtriser l'environnement, voilà, de répéter tes gestes techniques, ainsi de suite. Ces années-là, je n'ai pas mené de mission réellement dangereuse. C'était des prépositionnements, c'était des années où, tu sais, tu intervenais en gros avec un béret et puis les forces en face, elles baissaient la tête. En gros, tu vois, l'image, c'est ça. Ces dernières années, l'armée a mené des combats rudes, enfin, depuis l'Afghanistan, réellement, depuis les années 2000, où l'armée a repris la guerre, la connaissance avec la guerre. Auparavant, il y avait des missions, bien sûr, des missions dangereuses, mais moi, je n'y ai pas participé. J'ai mené des opérations, des prépositionnements. Il y a eu des moments de tension, mais il n'y a pas eu des moments de guerre. Voilà. Ok. Il n'y a pas eu des moments de guerre. L'élément déclencheur, donc tu dis il faut 5-6 ans. Donc toi, chaque année, par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être une évaluation ou une discussion, etc. Et toi, tu réaffirmes constamment ton objectif d'aller vers les commandos marines, ou un jour, on est venu te voir, on t'a dit, bon ben voilà, Nicolas, c'est le moment, tu démarres ta formation, etc. Comment ça se passe? Non, en fait, il faut porter acte de candidature. Ouais. Et tu sais, c'est assez mal vu quand tu es formé aux forces spéciales, on investit sur une personne et tu veux partir et tu veux aller, tu vois, tu vas apporter tes compétences ailleurs. On n'est pas dans ce schéma de bienveillance de dire tiens, c'est un bon élément, mais pour continuer à grandir, on va l'accompagner dans sa volonté. Donc en fait, tu caches les choses. Tu vois, tu caches les choses, tu n'en parles pas parce que oui, c'est comme ça. Alors peut-être que ça a changé maintenant, mais auparavant c'était comme ça. Tu n'en parles pas parce que les gens misent sur toi pour aller faire des formations importantes, tu vois, et on va dire tu as un potentiel pour le régiment, donc tu n'en parles pas. Voilà. Le facteur déclencheur a été encore une mission en Europe de l'Est où j'avais l'impression de tourner en rond, tu vois, on menait des opérations, mais il n'y avait pas cette action que je recherchais. Et donc, je me suis dit, je me souviens très bien, j'étais en mission. Donc, chaque année, tu passes en notation, tu vois, ouais. Tu es noté. Même si tu es en mission, tu passes en notation, tu vois. Et c'est là où j'exprime, j'ai dit, voilà, je souhaite rejoindre les nageurs de combat du service action de la DGSE. Et mon capitaine de l'époque ne s'y oppose pas, parce que j'ai sorti les arguments et peut-être que lui, il était bienveillant, ou du moins il s'est dit, peut-être c'est pas le meilleur élément, donc je peux le laisser partir, tu vois. Et ça s'est passé comme ça. Ouais. Voilà. Mais dans ma tête, j'ai construit, tu vois, depuis le départ, mon objectif, c'est les nageurs de combat. La marine ne me veut pas pour des raisons médicales. Boum, je plonge à l'armée de terre. L'armée de terre par les forces spéciales. Je fais, on va dire, ma formation, je fais mon expérience, hein. Et je rejoins et je postule les aux nageurs de combat. C'est ça, parce que dire que tu veux partir, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ah non, la sélection la sélection est très longue, et alors la sélection est très longue, et puis il faut que ton profil puisse correspondre aux attentes du service, parce que toi tu postules, mais après c'est eux qui disent on te prend ou pas. On te prend, on te prend pas. Ouais. Voilà. Et donc là, après... Comment ça se passe alors? Tu pars de... Là tu étais à Saint-Mandrier? Non, là je suis toujours au premier PMA à Bayonne. Bayonne, tu vois, ouais. Et là, tu montes un dossier administratif en disant, voilà, moi je souhaite rejoindre... Tu te fais identifier au niveau du service RH de la DGSE par des papiers, donc par voie hiérarchique. Hein, l'armée, c'est très hiérarchique. Et là, si ton profil correspond, tu reçois ta première convocation pour faire des tests psychologiques.
Voilà. Alors là, tu as une batterie de tests, tu es convoqué à Paris, tu fais des premiers tests, des tests de mémoire, enfin une batterie de tests, pour voir si tu n'es pas fou. T'as un souvenir d'une question complètement délirante où tu t'es dit, mais pourquoi il me pose cette question-là? Non. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Et puis, je pense que ça a beaucoup changé, mais c'était beaucoup des questions de mémoire. Voilà, de raisonnement, de problèmes de raisonnement et de mémoire. Voilà. Puisqu'on va avoir par la suite, c'est que les nageurs de coma, la mémoire est très importante. Donc une fois que tu passes cette phase-là, tu retournes dans ton unité, donc tu patientes quelques semaines, et là tu reçois, si tu es sélectionné, donc en même temps, il y a une enquête sécuritaire, tu vois, pour les gens qui veulent rentrer donc, à la DGSE. Tu reçois ta convocation pour te rendre à Saint-Mandrier. Si tu es pris. Ouais, si tu as réussi les tests, si l'enquête sécu ne dévoile pas qu'il y a une problématique sécuritaire, tu es convoqué une petite semaine à Saint-Mandrier pour faire des tests physiques, puisque là, en fait, c'est tous les candidats nageurs de combat de l'armée de terre, il y a des gens qui viennent de tous les milieux, de toutes les armes. Donc, tu as des parachutistes, tu avais des gens des forces spéciales, tu as des gens des sportifs, c'est-à-dire des moniteurs de sport, tu avais toutes spécialités confondues. Mais issus de l'armée de terre. Issus de l'armée de terre. Okay. Donc, c'était forcément des militaires. C'était forcément militaire, armée de terre. Okay. Voilà. Mais toute armée confondue. Okay. Et pas forcément des unités combattantes. D'accord ? Bien sûr. Puisqu'on va le voir par la suite, les profils différents, c'est ce qui fait la valeur d'un service secret, notamment du service action. Donc là, tu fais une petite semaine. Là, c'est vraiment focus sur des tests. On peut assimiler ça à des tests parachutistes, c'est-à-dire tu dois courir 8 km avec un sac à dos, nager 5 km. Et tu es beaucoup observé. En fait, tu es beaucoup observé par les instructeurs pour voir la mentalité. Puisque tu sais, tu es sportif, mais il ne faut pas être égoïste. Tu vois, tu es dans une performance commune, puisque par la suite, le nageur de combat, il va évoluer à deux. Voilà. Donc, tu as cette première phase. Une fois que tu réussis cette phase-là, les gens sélectionnés, et pour ceux qui ne sont pas parachutistes, vont passer le brevet para. Donc moi, ce qui me concernant, j'attendais le mois de septembre. Et au mois de septembre, tu fais le plongeur de bord. Et là, c'est les premiers éléments, c'est les premiers stages, si tu veux, avec la notion de plongée, avec un appareil de plongée, tu vois, à l'air. Et là, pendant un mois, on va t'apprendre. Donc ça, c'est à l'école de plongée qui se situe à Saint-Mandrier. C'est un stage Marine nationale. C'est encadré par la Marine nationale. D'accord ? Et donc, dedans, tu vas retrouver des marins qui font le même cursus, qui souhaitent faire le même cursus que toi, rejoindre les nageurs de combat pour aller au commando Hubert. Ok. Et quand tu dis des marins qui veulent rejoindre les nageurs de combat, là, tu parles donc de militaires, mais issus de la marine. Marine, bien souvent des commandos marines. Alors, tu as cité un truc important, on est dans le monde de l'horlogerie aussi. Le commando Hubert est, on va dire, très connu, entre guillemets, à minima de nom dans l'horlogerie, parce qu'il y a un colonel, Bob Maloubier, si je ne me trompe pas, qui a contribué à développer, notamment avec Blancpain, avec la Blancpain 50 Fatome, une montre étanche. Alors, qui était importante. Et justement, voilà. Donc, quelle est la différence là-dedans ? Deux personnes clés. Bob Maloubier et Claude Riffaut. Claude Riffaut, issu de la Marine nationale, qui va créer le cursus pour arriver au commando Hubert. Et Bob Maloubier, qui vient des services secrets BCRA de la Seconde Guerre mondiale, qui va créer la branche nageur de combat, si tu veux, pour la DGSE. Voilà. Mais le cours est commun. D'accord. Donc, les pères fondateurs, Bob Maloubier et Claude Riffaut, créent un certificat de nageur de combat commun, armée terre marine, encadré par la Marine nationale. Donc, c'est un certificat de la Marine nationale. Et à l'issue, les gens de l'armée de terre rejoignent la DGSE. Les marins rejoignent le commando Hubert. Ok, j'espère que les amis, c'est clair pour vous, parce que là, ça vient de s'illustrer. Donc, ça veut dire que toi, là, tu vas nous raconter comment s'est passé ton cursus, mais tu as fait la formation des nageurs de combat, mais comme tu venais de l'armée de terre, tu es allé à la DGSE, et le militaire qui, lui, était un marin, donc de la marine, lui, il allait au commando Hubert. Exactement. Mais la formation est centrale. La formation est commune. Ok. Exactement. Elle dure combien de temps, cette formation, alors ? Donc une fois que tu as fini ce fameux stage de plongeur de bord,
Tu vois, c'est encore très sélectif. Des gens sont éliminés parce qu'il y a la condition physique qui joue beaucoup. Il y a la plongée, les anses aquatiques, et puis toujours l'observation. T'en étais où, toi, en termes de plongée, justement, à ce moment-là? J'ai pas l'impression que t'en aies fait beaucoup non, moi j'ai beaucoup fait RPIMA à Bayonne. Non, pas du tout. J'ai fait beaucoup de plongée loisirs. Dans ma jeunesse, étant né au bord de mer, donc dans le sud de la France, donc j'étais souvent en contact avec la mer. Ouais. Et avec mon père, j'allais chasse sous-marine, ainsi de suite. Mais je m'étais préparé quand même, quand j'étais au premier RPIMA. Je passais mon temps, lorsque j'ai candidaté aux nageurs de combat, je me préparais. Tu vois, j'avais trouvé des gens, puisqu'il y avait une spécialité au sein du premier RPIMA, il y avait des plongeurs de l'armée de terre. Alors, ouais. C'est encore une différence, on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon on va s'y perdre. Mais tu sais, quand les gens se cherchent des emplois, donc on crée des postes comme ça. Enfin, bon, bref, les plongeurs armés de terre, c'est essentiellement pour les eaux intérieures, fluviales. Ok. Voilà. Et donc, ils ont pu m'accompagner, me former, me faire découvrir le milieu marin un peu plus opérationnel. Et c'est quand même grâce à des gens comme ça que j'ai pu atteindre le niveau de performance pour réussir le cours nageur de combat aussi. Ouais. Donc je reviens, donc plongeur de bord, ça dure un mois. Une fois que tu réussis le plongeur de bord, eh bien, paf, là tu vas rentrer dans la présélection nageur. C'est-à-dire, c'est 15 jours intensifs. Donc là, il y a déjà un écrémage, entre guillemets. Il y a des gens qui partent. Là, à peu près, tu es une trentaine. Donc, moitié armée de terre, moitié marine. Et là, on va te demander le meilleur. Alors, c'est courir des 12, 15, 16 km à fond, enchaîner des plongées de jour comme de nuit, plonger à l'oxygène, donc à l'oxygère, le recycleur, on va peut-être en parler par la suite, puisque le recycleur, c'est un appareil de précision des nageurs de combat, et c'est la première fois, c'est le premier contact que tu as avec l'appareil. Et donc, tu as des gens dont le corps n'accepte pas l'oxygène pur. Voilà, pour des raisons médicales. Oh la vache, donc là, ils se font sortir. Malheureusement, toi, ça peut être des très bons types, et ils se font sortir parce qu'ils n'ont pas la capacité à respirer de l'oxygène pur. Comme le plongeur loisir qui kiffe ça, et puis pour une raison X, Y ou Z, ses oreilles passent pas, et puis elles passent pas, et puis elles passent pas, elles passent pas. Tu peux plus plonger, c'est fini, quoi, tu vois. Donc ça, voilà, donc pendant 15 jours. Donc là, vraiment, tu es poussé. Là, psychologiquement, c'est très dur, tout aussi dur que physiquement. C'est quoi qu'est-ce qu'ils recherchent, là, les instructeurs? En fait, les instructeurs recherchent le cheval de course. Le cheval de labour, pardon. Le cheval de labour. Pourquoi? Parce qu'on veut quelqu'un de rustique, d'endurant. D'accord? Mais on ne cherche pas quelqu'un qui va performer seul. Tu vois? Parce que n'oublions pas qu'un binôme nageur de combat, il est sanglé. Alors, tu nous diras tout à l'heure, voilà, justement, cette notion de binôme, mais dès le début, tu as parlé de camaraderie. Camaraderie, esprit de corps, etc. C'est ce qui fait la performance d'une équipe, que ce soit dans l'armée ou ailleurs, dans le sport ou dans une entreprise, etc. Donc, cette formation-là, vous êtes 30. Alors, la présélection, tu as à peu près une trentaine, et après, le cours nageur de combat, il commence, il me semble-t-il, à peu près une vingtaine de personnes. Voilà, parce que... Donc là, vous êtes 20 maintenant. Initialement, vous étiez combien? Peut-être 35, 40, okay. Tu vois, au départ. Donc l'écrémage, il se fait pas... il se fait au fur et à mesure, mais la présélection, de toute façon, le cours nageur de combat, l'encadrement, les moyens, tu ne peux pas avoir plus de 20, me semble-t-il, stagiaires. Voilà. Et donc, le cours nageur de combat, il dure 7 mois, composé de modules, et des modules parce qu'on va t'apprendre, si tu veux, à naviguer sous l'eau. On va t'apprendre à devenir le nageur de combat. C'est un outil. Tu deviens un outil, tu deviens très très performant. Tu vois. Et puis, tu vas commencer à percevoir ton matériel, ton couteau, ta combinaison, ton masque, ton appareil, ton recycleur, où c'est vraiment ton compagnon avec ton binôme de tous les jours, puisque tu vas peaufiner ton recycleur avant chaque plongée. Tu vois, c'est un appareil qui permet aux nageurs de combat de ne pas émettre de bulles, donc d'être tout à fait discret sous l'eau. Ouais. Voilà. Et de pouvoir avoir une grande autonomie et donc de pouvoir faire de longues distances sous l'eau. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une relation intime, je veux dire, et vitale
avec ton recycleur, comme un parachutiste avec son parachute. Ouais. Avec son parachute. Je me souviens très bien, tu sais, on a des caissons dans le vestiaire des nageurs de combat, mais ça part de ton masque. En fait, tout le matériel, c'est vital, parce que sous l'eau, tu ne peux pas avoir un pépin. Bah oui, bien sûr. Si tu as un pépin, ça veut dire que ta mission, soit tu l'annules, soit tu vas prendre du retard, donc tu vas tomber dans des cas non conformes, on appelle par la suite. Donc en fait, ton matériel, c'est un peu comme une Formule 1, tu peaufines tout. Tu vois, et ton masque, tu regardes les élastiques en permanence s'ils ne sont pas abîmés. Ton recycleur, pareil, en permanence, tu l'entretiens. Ta montre, tu y fais ultra attention et tu fais en sorte qu'elle fonctionne toujours. Qu'est-ce que tu avais comme montre à l'époque ? Alors moi, j'ai fait le cours et j'avais une G-Shock. Ouais. Une G-Shock pour avoir des temps beaucoup plus précis. La tienne ou il te l'avait fournie ? Non, c'était fourni. C'était fourni. C'était fourni pendant la période du cours. Ouais. Voilà. Ok. La période du cours. Et donc tu vois, la montre, on y prend soin, on y met du scotch pour pas que la luminosité soit trop brillante. En fait, sous l'eau, il faut qu'on devient vraiment invisible, quoi. Parce que le nageur de combat, en opération, sa mission, c'est de façon mécanique, systématique, ou c'est pas toujours le cas, mais c'est infiltrer ou arriver sur une zone de façon sans se faire voir, mais mécaniquement par la mer. Exactement, on met le nageur de combat à un point donné, un point A, il doit faire sa mission et il doit sortir au point B sans se faire détecter. Tu vois, alors après, le panel de mission, on va le voir par la suite, il peut complètement évoluer. Ça peut être l'infiltration, ça peut être aller mettre une charge sous-marine ou aller faire de l'observation. Mais le nageur de combat, c'est très précis. C'est-à-dire, tu le mets à un point A, il doit aller à son objectif et il doit sortir au point B sans se faire détecter. On a une histoire particulière quand même en France avec les charges sous-marines et la sombre histoire du Rainbow Warrior. Mais évidemment, c'est pas que ça. Tu nous as parlé de ta première mission tout à l'heure avec le premier RPIMA. Ta première mission là, après on reviendra sur la fin de ta formation, hein, mais ta première mission comme nageur de combat, tu t'en souviens ? Oui, c'est rien à voir avec le milieu aquatique, parce qu'on va le voir par la suite, ce qu'apporte après le cours nageur la formation de nageur de combat au sein du service action. Mais ma première mission, ce fut une mission de renseignement, voilà, infiltré sous couverture dans un pays. Attends, sous couverture, ça veut dire sous un autre nom que le tien ? Sous fausse identité, oui, exactement. D'accord, donc tu t'appelais même pas Nicolas, tu t'appelais Jean-Paul. Peut-être, oui. Voilà, ah la vache, j'ai cru que j'allais réussir à lui capter un prénom. Ok, mais là, tu étais nageur de combat. Non, attends. Je vais t'expliquer. Non, mais attends, mais c'était revendicable ça ou pas, cette mission-là ? Non. Ok. Ah ouais. Non. C'est la différence entre un service action et des forces spéciales. Donc, une fois que tu finis le cours nageur de combat qui est très sélectif, donc sort très peu de candidats, puisque le cours nageur de combat, les Bob Maloubier et Claude Riffaut, numéro 1, numéro 2 ou numéro 0, numéro 1 breveté, 1952. Ouais. Donc, on a sorti le 1000e nageur de mémoire en 2015 ou 2013. Donc, toi, ça fait très peu et 1000e nageur confondu, armée de terre, commando Hubert, ouais. D'accord ? Puisque à la fin, les marins partent au commando Hubert, ils vont faire leur propre cursus, et les gens de l'armée de terre sont officiellement affectés à la DGSE et vont suivre 18 mois de formation par la suite. C'est-à-dire, le nageur de combat, après avoir fait ses 7 mois de cours nageur de combat, et d'avoir été pris, et d'avoir réussi, et d'être breveté nageur de combat, part en formation pendant 18 mois. Cette formation, on va lui apprendre la clandestinité, c'est un nouveau métier. Hein. On vient de l'armée de terre, on est en treillis, on mène des missions plus ou moins conventionnelles, même si on est au sein des forces spéciales. Là, on va apprendre à agir en clandestin, comment on vit, comment oui, donc ça a presque on communique. Ça a presque plus rien à voir avec ce qu'on imagine du militaire, conditions physiques, course, plongée. Tu as fait pendant 7 mois de la haute intensité physique et psychique. Et là, tu enchaînes sur 14 mois, 15 mois, c'est ça ? En gros, ça fait 18 mois puisque tu as une formation donc clandestine, donc tout le métier, la vie clandestine. Hein, ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut se l'imaginer, comment apprendre un nouveau métier.
La clandestinité, c'est carrément Mais quelque attends, chose de là, nouveau. je vais le dire avec mes mots, comme ça, tu n'en dis pas plus que ce que tu n'as envie de dire. J'essaie de lui gratter les trucs, mais ils sont bien formés, ils disent rien, les mecs, hein, quand même. Hein. Non, je déconne, mais apprendre à vivre dans la clandestinité, ça veut dire, bah voilà, un jour tu vas être en mission, il faut que personne sauf nous sache qui tu es. Donc, comment tu vas payer les choses, comment tu vas enregistrer les choses, comment tu vas communiquer au téléphone, comment tu vas utiliser un ordinateur, comment tu vas éviter de laisser tout type de traces. C'est ça la clandestinité? Exactement ça. La clandestinité, c'est mener une opération sans laisser de traces ou laisser les traces que l'on souhaite bien faire apparaître. Tu vois, si on se fait passer pour quelqu'un d'autre, on laisse ces traces-là. Mais le fond de ton métier, pourquoi tu es envoyé dans telle mission, tel pays, ne doit pas ressortir. Parler un peu de lien entre l'horlogerie et l'armée, et l'horlogerie et les agents secrets. Puisqu'à ce moment-là, concrètement, tu es un agent secret. Alors, quand tu finis ta formation. Oui, parce que tu as cette formation clandestine. Les nageurs de combat rejoignent l'unité des nageurs de combat qui s'appelle le CPOM, donc Centre parachutistes d'instruction d'opérations maritimes. Dans ces 18 mois, ils sont formés à la plongée clandestine, puisque ce n'est pas du tout la même plongée, si tu veux. Tu n'utilises pas les mêmes appareils, tu ne vas pas utiliser... imagine-toi, tu te fais attraper avec l'appareil de l'armée française. De l'armée française. Bon, bah, la clandestinité, elle tombe à l'eau. Tu vois, la façon de plonger aussi, les objectifs sont différents. Donc, on va t'apprendre à naviguer sur tout type de bateau, comment t'infiltrer. Donc, et c'est très important le lien aussi avec la montre, parce que bien souvent, les liaisons clandestines, c'est un timing très précis. Tu vois, donc tes rendez-vous. Tu as beaucoup de rendez-vous, tu dois, que ce soit des rendez-vous d'opération pour aller faire venir un bateau sur une plage ou faire larguer un colis d'un avion ou aller rencontrer une source, tu vois, ou aller mettre une charge et donc tu dois mettre le minuteur et donc tu vois, tout est lié avec le temps aussi, très précis dans la clandestinité. Le temps, la notion de temps est très importante. Et dans ces missions-là, tu attends beaucoup aussi? Quand tu es clandestin sous couverture, pas forcément tu fais la guerre. Tu peux être monsieur X dans un pays, on t'a donné une orientation de dire tiens, faites-moi de l'observation politique du pays, voilà, essayez d'avoir des informations sur la politique intérieure du pays. Ça peut être cette forme-là, ou ça peut être tiens, dans tel camp de réfugiés, est-ce qu'il y a une montée de l'islamisme radical? Attends, j'ai une question, j'ai plein de questions pour Nicolas, bien évidemment. Est-ce que je peux dire espion comme terme? L'espion à la DGSE, il passe forcément par les nageurs de combat, ou tu as l'espion l'espion qui a aucune dimension physique ou d'exécution opérationnelle, mais qui espionne d'une autre façon. Alors c'est très vaste. Le terme que l'on emploie, c'est écrit dans la presse ou sur Internet, c'est agent opérationnel du service action. La DGSE, elle est constituée de plusieurs divisions. Et il y a une division de renseignement, une division logistique, administrative, et tu as une division opérationnelle. Et au sein de cette division opérationnelle, tu as le service action. Donc c'est le bras armé du service action. Et dans ce service action, tu as 3 centres. Le CPOM, donc les nageurs de combat. Ouais. Le CPIS, ce sont les commandos parachutistes clandestins. D'accord ? Et tu as la maison mère, le CERP, donc, où la formation, où là, c'est des gens qui sont beaucoup plus formés à la clandestinité dans le milieu urbain. Okay. Voilà. Plus après, tu as un autre centre, c'est les moyens aériens. Et puis, bien sûr, tu as un état-major au sein du service action. Voilà. Donc, la composition service action clandestin, elle est là. Après, tout à l'heure, tu évoquais le bureau des légendes. Ben, au sein de la DGSE, de toute façon, le secret est tellement tel et le cloisonnement, tu ne sais pas ce que peut faire d'autres divisions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Alors, oui. Tu sais à peu près quand tu es dedans, mais forcément, tu dois avoir des gens encore plus clandestins que le service action. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du bureau des légendes? C'est vraiment, vu avec ton expérience, ton métier,
c'est bien fait, c'est correct, c'est très grand public, où ça illustre bien tous les enjeux, les problématiques de ton activité? Alors lui, le Bureau des légendes est vraiment focus sur peut-être un service encore très particulier au sein de la DGSE, où les gens ne mènent que des opérations en civil. Ouais. Tu vois, le service action, c'est quand même le bras armé, donc il mène des opérations action, que ce soit la lutte antiterroriste, donc tu peux avoir diverses formes de lutte antiterrorisme, mais s'il faut aller au fin fond du désert et former des gens pour aller neutraliser une cible, c'est plutôt le service action. Okay, tu vois, le bureau de légende, c'est vachement orienté sur le renseignement. Le bureau de légende, moi je trouve qu'il est bien fait. Après, c'est un condensé. Tu vois, moi sur une carrière de 16 ans opérationnelle, oui, ça peut être condensé sur un épisode, mais il a fallu quand même 16 ans pour que, tu vois, au départ, j'ai commencé par des missions, on va dire, d'attente, de positionnement, et c'est monté crescendo jusqu'à des missions de guerre que j'ai pu réaliser ou des opérations de libération d'otages à l'étranger. Ouais, ça, tu vas nous en parler après. Tu as fait 16 ans, alors que l'engagement, c'est 20 ans de mémoire, mais tu as été blessé. Ça, c'est qui a mis un terme à ton engagement, mais avant, on va reparler de tout ça après. Tu es donc sélectionné parmi les 20 qui restent de la formation des nageurs de combat. Il y en a combien de sélectionnés sur les 20 ? Je te dis, les 20, à peu près 12 à la fin, donc tu as à peu près 6 marins, mais il y a des années où ils sont sortis à 2, à 3, tu vois. Donc, je crois même qu'il y a un cours où il y a 0, tu vois. Ouais, c'est pas il y a 10 places, on prend ceux qui passent. Il y a 12 places peut-être au départ, et après, en fait, c'est des modules, et c'est pas la gueule du client, tu vois. C'est vraiment, tu as un module, tu passes ce module. Mettons, tu as un module, on va t'apprendre à palmer droit, à rentrer dans un gabarit. Bon, mais si tu rentres pas dans ce gabarit, eh bien, tu es écarté, tu vois. Attends, palmer droit pour rentrer dans un gabarit, c'est-à-dire rentrer dans une évacuation Parce qu'en fait, tu sais, la plongée sous-marine, la navigation sous-marine, elle est conditionnée avec la vitesse, le temps et le cap. Ouais. D'accord ? Et donc, tu n'as pas de moyen pour savoir ta cadence. Donc, on t'apprend à cadencer, à avoir une vitesse constante qui va te permettre, quand tu rédiges ton plan de plongée, de te dire, tiens, 1000 mètres, je les réalise en 30 minutes. D'accord ? Parce que tu es sous l'eau. Donc, quand tu vas mettre ton chrono ou que tu vas orienter ta couronne, c'est bien ça ? Lunettes, pardon. Tu coupes pas. Couronne. Lunettes. Au contraire, c'est bon. Mais non, tu avais une G-Shock. Non, j'avais G-Shock, ouais. G-Shock. Et tu parlais de binôme. Ouais. Alors, justement. Parce qu'on se répartit les tâches. Ouais. Il y en a un, il suit le cap, d'accord ? Donc, il a le compas sous-marin et la profondeur. Et l'autre, c'est la montre. Il a le temps. C'est-à-dire, il est à côté de lui et puis ils savent qu'ils vont... Donc, ils font un plan de plongée, tu vois, un plan de plongée pour faire simple. Donc, tu traces des caps comme si tu voulais faire une navigation de surface, tu vois, avec ton bateau. La particularité, c'est que là, tu as des incertitudes puisque tu es sous l'eau. Tu ne vas pas sortir la tête de l'eau en disant, tiens, je suis où ? Allô, maman Non. Chef, on est perdu. On est perdu. Donc, toi, tu es sous l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on t'apprend à naviguer droit et de maîtriser ces zones d'incertitude. Voilà, la plongée, elle est totalement. Le nageur de combat, il maîtrise vraiment son élément sous l'eau, que ce soit. Au départ, ça part de tes appareils, tu vois, ton masque. Et après, au fur et à mesure, tu progresses. C'est ta plongée. Au bout des 7 mois, tu es capable de monter une plongée et tu pars d'un point A à un point B. Et tu as en mémoire plus de 30, 40 caps et autant de temps. Il y a une spécialité entre les deux plongeurs ou parfois tu es l'un, parfois tu es l'autre ? Non, parfois tu es l'un, parfois tu es l'autre. Ouais, donc les deux, vous avez les caissons ? De toute façon, les deux connaissent le schéma de plongée parce qu'imagine-toi, l'autre, il a un problème, je ne sais pas, il ne se sent plus. C'est toi qui prends le combat. Comment se font les binômes sur une opération ? Est-ce qu'il y a une dimension psychologique de comment les deux binômes s'entendent ou pas du tout ? Pas du tout. La formation, faut que tout le monde soit par la interchangeable. formation, ils font tourner, marin et terrestre. Et ensuite, en opération, et la particularité des nageurs de combat de la DGSE, c'est qu'ils sont formés aussi à mener des opérations seuls.
Tu vois, donc tu peux être amené à plonger seul. Ouais. Donc, alors, le fait d'avoir un recycleur, ayant fait un petit peu de plongée, mais beaucoup moins maintenant, puisque je ne peux plus malheureusement, ça veut dire que tu peux faire des plongées très très longues. C'est quoi la plongée la plus longue que tu aies faite en opération? Alors moi j'ai fait une plongée en statique, c'est-à-dire dans un propulseur sous-marin, puisqu'on a des moyens après. C'est quoi un propulseur sous-marin? Un propulseur sous-marin, c'est un sous-marin de poche. Tu vois, que les nageurs de combat utilisent. Mais t'es dessus ou t'es dedans? Non, là tu es immergé dedans. Ouais. D'accord. Et tu as le poste de pilotage. Et puis derrière, où maintenant les nouvelles générations sont côte à côte, pilote et copilote. Et puis derrière, soit tu as du matériel, soit tu as d'autres nageurs de combat que tu dois aller emmener, tu dois déposer au plus proche d'un objectif. Tu vois, imagine-toi, tu as 2-3 personnes, tu dois infiltrer dans un pays. Eh bien, toi, tu es largué en dehors des eaux territoriales et avec le propulseur sous-marin, ça te permet de faire de longues distances avec du personnel. Donc, voilà. Propulseur sous-marin, donc là, tu t'es retrouvé sous l'eau. Attends, tu dis que tu es immergé, ça veut dire que le propulseur, t'es pas... il n'est pas hermétique. Il n'est pas hermétique. Et donc, tu étais en dehors des eaux territoriales d'un pays, dont tu vas taire le nom, bien évidemment. Donc, voilà. Ouais, alors ça, justement, cette dimension-là, ayant croisé quelques autres militaires, justement, quand tu pars en opération, ton conjoint, ta conjointe, peu importe, etc., en fait, elle ne sait pas où tu es. En pratique, quand non. tu t'appelles Pierre-Paul Jacques en clandestinité, tu ne t'appelles pas ta femme tous les jours, quoi. Ah non, alors tu as peut-être, en fonction des missions, on va dire de clandestinité, ou imaginons tu vas partir une unité dans un pays enfin tu vas partir former une unité dans un pays en paix, peut-être qu'on te met en place des moyens, surtout aujourd'hui, pour pouvoir de temps en temps avertir ton épouse ou avoir un relais à l'état-major en disant tout va bien pour lui, ainsi de suite, tu vois, voilà. Mais à mon époque, non, tu partais, il y avait pas de moyens de communication. Hein. Ouais. Donc tu pouvais partir, ma plus longue mission, j'ai fait 6 mois, il n'y avait pas de lien avec mon épouse. Tu faisais pas des photos de là où tu étais, postées sur Instagram et tout ça, quoi. Non, ça n'existait pas. Eh ben oui. C'était le petit Nokia. Il n'y avait pas ça. L'usage de ton arme, c'est codifié, ça fait partie de la mission, etc. Donc là, tu avais un fusil d'assaut et une arme de poing. Mm-hmm. Donc ça veut dire que mécaniquement, tu as... comment ça se passe? Tu as instruction de pouvoir l'utiliser, tu l'utilises s'il faut. Comment ça se passe vraiment dans ton affectation, l'utilisation de ton arme? Parce que c'est pas de la poésie. Il y a deux expériences. Mettons, chez les forces spéciales, on s'est retrouvés dans des missions où il y avait des règles d'engagement à respecter. Tu vois, exemple, l'Afghanistan, il y avait des règles d'engagement pour toutes les forces. Voilà. Bon, une fois que tu estimes que tu es menacé, tu peux employer les armes. D'accord. Là, sur l'opération que je viens de raconter, tu pars sur une mission pour neutraliser et libérer des gens. Donc forcément, c'est toi qui as le doigt sur la queue de détente, et c'est de toi-même, ton propre chef, que tu appuies, tu décides de neutraliser ou pas neutraliser. Mmh. Mais tu vas neutraliser quelqu'un si tu es menacé. Voilà. Donc il n'y a pas... c'est une très grande autonomie. C'est pour ça que les gens, il y a toute cette sélection où on identifie les gens que l'on peut envoyer en mission et eux-mêmes prendre les bonnes responsabilités. Ouais. Donc grande réactivité, mais aussi grande raison. Dans pas faire n'importe quoi. Exactement. Sous le coup de l'émotion, de la crainte, de la peur, etc. Et je pense que c'est ce qui caractérise entre autres les forces spéciales et ces unités du service action où il y a quand même une certaine maturité chez les opérateurs. Hein. Voilà. Il y a une très grande maîtrise de soi aussi. Hein. Ok. Sur toute ta... Donc là, tu es dans la mission que tu nous expliques là, tu es au service action. Oui. Bon, j'ai suivi. Là, c'est bon, là. Tu vois, c'est pas mal, hein. C'est bien. Je progresse. Donc tout ça, c'est les opérations clandestines. Tout à l'heure, tu as parlé plusieurs fois d'Afghanistan. Là, en Afghanistan, tu étais en opération clandestine. Et d'ailleurs, du fait que tu sois au service action, ça veut dire que systématiquement, tes opérations sont clandestines ou non? Bien souvent, oui. En principe, les opérations... Je pense qu'il y a des degrés de... Enfin, tu vois, c'est pas écrit comme ça, c'est pas dit, mais il y a des degrés de clandestinité. Tu
tu vois, donc il y a peut-être le clan D où tu vas jamais, notamment tu n'entends jamais parler de la mission, sauf s'il y a un échec. Mais comme je te disais, tu vas avoir peut-être des opérations clandestines, mais elles ont moins de valeur ajoutée que certaines. Tu vois, quand tu vas aller former des gens dans un pays, peut-être en paix, et c'est juste un accord de coopération, mais il n'y a pas un accord avec des éléments français de l'armée traditionnelle, mais on va envoyer des éléments du service. Il y a peut-être moins de clandestinité que vraiment où quelqu'un doit infiltrer un réseau et tu vois, doit avoir une couverture assez lourde. Et non, moi l'Afghanistan, pour en revenir à l'Afghanistan, en fait dans mon cursus, donc première PMA, nageur de combat, Perpignan, et ensuite je suis revenu aux premières PMA à la maison mère dans les forces spéciales, et je commandais le groupe plongeur. Tu sais, je t'ai parlé que dans les forces spéciales il y avait aussi des plongeurs pour pouvoir au sein des forces spéciales, avoir la maîtrise de tous les milieux, tu vois, l'air, la terre et l'eau. Et donc j'étais revenu au sein des forces spéciales et j'ai été déployé sur différents théâtres au Sahel et notamment l'Afghanistan. Afghanistan où c'était encore une mission tout à fait nouvelle pour moi, puisque j'avais connu l'Afghanistan avec le service, donc en mission clandestine, tu vois, avec un travail très particulier, risqué, mais moins sur la ligne de front, hein, pas porté sur la ligne de front. Quoi, de surveillance, de reconnaissance, surveillance, protection, renseignement, tu vois. Donc tu es quand même dans un milieu hostile, mais tu n'es pas en train de te confronter tous les jours à te tirer dessus avec l'ennemi, tu vois, ou aller chercher les missions qui vont déclencher la réaction de l'ennemi. Excuse-moi, quand on est en opération clandestine comme ça, mécaniquement, je dis ça, je me trompe peut-être, hein, mais il n'y a pas c'est pas dans une logique de coopération avec d'autres pays. Aussi. Ça peut être. Ah oui, ça peut être. Ouais. Ouais, tu sais, dans la lutte contre le terrorisme, l'antiterrorisme, donc c'est mais là, c'est officiel. Une coopération. Ouais, ouais. Okay. Mais si tu veux, tu as peut-être des éléments clandestins, et puis après, tu as des éléments au sein de la DGSE qui sont, si tu veux, marqués DGSE. Ils ne sont pas dans la clandestinité, mais ils sont la représentation de la DGSE locale pour parler à leurs homologues. Ouais. Voilà. Donc là, tu es de retour en Afghanistan. Ouais, alors retour en Afghanistan au sein des forces spéciales et pareil, là l'Afghanistan, c'est moi qui ai connu les missions au départ, mes premières missions avec des moyens français. Là, tu te retrouves en Afghanistan avec des moyens américains, les super Chinook américains, tu vois, les hélicoptères, tu vois, tu te dis, bon, il y a eu une évolution des missions, quoi, tu vois. Et pareil, au Sahel, moi j'ai fait le début du Sahel, j'ai ouvert des missions au Sahel, c'est bien différent que maintenant, tu vois. Avant, on était, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus cloisonnés dans des camps. Avant, on était dans une certaine forme de liberté contrôlée à pouvoir circuler, tu vois, à échanger. Et donc l'Afghanistan, donc là tu es projeté sur ta base avancée, tu vois, donc ça s'appelait Nishrab de mémoire. Et là, tu as ton groupe et tu dois accompagner des forces afghanes sur le terrain. Moi, j'ai fait le mandat où le président François Hollande est élu. Et donc, il avait promis la fin des forces françaises, la fin de la guerre en Afghanistan, donc le rapatriement d'ici la fin de l'année des forces françaises, tu vois. Et donc, les forces spéciales ont beaucoup été utilisées pour créer un climat d'insécurité, pour permettre le rapatriement des unités françaises et du matériel français. Et donc, on a intensifié une nuit sur deux, on était dehors à créer un climat d'insécurité dans les différentes vallées qui pouvaient entourer la base. Et donc, c'était des missions à la fois de reconnaissance offensive, c'était à la fois des embuscades, tu vois. Voilà, c'était très dense, très très dense. Quand tu dis c'était dans le cadre du mandat du président Hollande, etc., l'objectif c'était de sortir les troupes françaises, etc. Quand il y a une mission comme ça, là tu exprimes un peu le fond et la raison de la mission, mais souvent c'est pas le cas. En fait, le pourquoi du comment,
vous concerne peu. Vous avez un objectif, comment l'atteindre? Les motivations militaires de vos supérieurs ou politiques, est-ce qu'elles rentrent dans ces... Non, c'est la réflexion que j'ai menée par la suite. Justement, c'est pour ça que je viens dessus. Quand j'ai fait des études, parce que j'ai été blessé et tout au combat, en relations internationales, et puis tu vois un petit peu le jeu des puissances extérieures, et tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité pour qu'on aille dans tel pays, dans telle zone? Et c'était les échanges que j'avais avec mes camarades, puisque moi j'étais dans cette phase de reconstruction, et ils me disaient, mais tu ne te posais pas les questions quand tu montais dans l'hélicoptère, ou quand on disait partir en action, tu étais le premier, parce que c'était l'adrénaline, c'est l'action. Oui. C'est cette discipline d'action, si tu veux, qui nous a tous conditionnés, ce que l'on recherchait. Ouais, donc ce qui fait, dans l'armée, tu sais, au tout début, je dis les gens, en fait, tu réfléchis pas, parce tu réfléchis, mais on ne cherche pas des gens qui... Mais pourquoi on va là? Pourquoi on va faire ci? Pourquoi on fait ça? Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus de force. Mais c'est ce terrain sur lequel je voulais venir. Après, on va en parler de ta blessure. Mais est-ce que dans le cadre de tes différentes opérations, tu as eu un peu, souvent ou peu finalement, ou pas du tout, fait usage de ton arme? Ça a été crescendo, c'est-à-dire j'ai connu les opérations où mon arme c'était la patience, et après l'intelligence de situation, comment se positionner, et après ce fut l'utilisation des armes, oui, exactement. Ouais. Et comment ça fait partie de la mission, c'est l'instantanéité, etc. Mais une fois avec le recul, tu as utilisé ton arme, tu peux avoir blessé quelqu'un, voire quelque chose de plus grave. Comment tu le vis, ça, la première fois que ça t'arrive? Écoute, est-ce que j'ai été conditionné? Est-ce que justement cette préparation où, dès le début de ma carrière, je n'ai pas mené des opérations, on va dire, traumatisantes pour l'esprit? Est-ce que, tu vois, le fait que ça soit monté crescendo m'a conditionné? Ou est-ce que je me suis conditionné, mais je n'ai jamais eu cette réflexion, tu vois? J'ai eu la réflexion par la relation avec la mort quand moi j'ai été blessé, mais quand j'ai pu la donner, ça m'a pas, j'ai pas eu de j'ai pas cogité là-dessus, si tu veux, ça m'a pas traumatisé ou ça m'a pas gêné plus que ça, puisque il faut voir aussi, tu es dans l'action, alors peut-être que certaines personnes, des tireurs d'élite, c'est beaucoup plus traumatisant parce qu'ils voient la cible, mais quand tu es dans l'action, que tu dois tirer, te défendre, tu vois, tu es dans le mouvement. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça fait le lien avec ce que tu disais sur le fait que tu as repris tes études lorsque tu as été blessé, etc. J'ai fait des études parce que j'ai arrêté au niveau bac, moi, l'école, quand je suis rentré. J'ai pas eu le bac. Tu as essayé de l'avoir. Et tu as réussi. C'est pour ça que j'ai pas repris les études, j'ai fait des études. Voilà, mais tu as réussi à être nageur de combat, parce que quand même, non, tu as réussi la formation de nageur de combat pour aboutir à la DGSE, puisque tu es passé par l'armée de terre, vous avez vu, j'ai suivi. Sinon, si tu n'avais pas eu une scoliose, tu serais arrivé au commando Hubert. Écoute, ça, c'est potentiellement. Le destin, on ne sait pas. Voilà, ça veut dire qu'il y a un élément extrêmement important dans le management militaire et dans l'organisation, c'est la capacité d'exécution. Oui, mais je pense que des soldats, et pas se poser des questions d'éthique ou de morale lorsque vient peut-être ce qu'on essaye de pousser le plus tard possible, c'est-à-dire l'usage d'armes létales. Exactement. Mais tu sais, tout ce questionnement, moi je l'ai eu avec la blessure. Et pareil, tu fais un déroulé de ta vie, tu sais, où quand tu vieillis, tu fais tu essaies de comprendre ta vie. Et puis moi, je me suis aperçu, en fait, à chaque fois, il y a eu des moments de ma vie où, hop, je suis tombé et j'ai rebondi. Donc, je peux caractériser ma vie sur deux termes, c'est le rebond et la détermination. Tu vois, on a passé ma carrière, mais j'ai fait des conneries dans l'armée, tu vois, et ces conneries m'ont fait chuter, mais m'ont permis de rebondir et d'aller chercher mon objectif. Tu as une belle connerie dont tu as envie et que tu peux parler, que tu as faite? Je crois qu'il y en a plusieurs. Donc, ben ouais, conneries, oui. Tu vois, j'étais
Bon, j'étais sur un stage de chute et puis la façon dont tu chutes, tu sais, à 4000 mètres avec les sacs et tout, on dit tu chutes comme une plaque d'égout. Bon, et nous en soirée avec deux copains marins, après avoir bu quelques bières, on se retrouve dans la ville de cette formation et puis il y avait un chantier et vraiment sur le trottoir, on ramasse une plaque d'égout. On dit tiens, ben, comme ça on va poser nos brevets à la fin. Ben, on n'a même pas fait alors là, les mecs du service et des forces spéciales, on n'a même pas fait l'environnement, tu vois, vraiment naïf, on prend la plaque et on la met dans la voiture et puis on se fait serrer par la BAC. Menotté au sol, jeté en prison, tu vois. Prison, on se bat avec des Roumains, des Polonais pour chacun avoir son banc pour pouvoir s'allonger, tu vois. Bref, on se fait virer du stage, quoi, tu vois. Et c'est là que tu dis, des fois, tu rencontres des gens. Et je me souviens très bien de l'officier de cette formation qui me dit, tiens, toi, finis les obs, vive la voie de garage. Et en fait, cette connerie m'a permis de rebondir et d'aller... alors j'étais déjà nageur, mais d'aller chercher encore une formation supplémentaire qui m'a permis de mener encore des opérations plus poussées. C'est un peu c'est rebond, mais c'est aussi, tu as vraiment une vraie logique de constamment apprendre un nouveau truc pour te dépasser, mais toujours avec un objectif, enfin toujours avec l'idée d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Exactement. Ouais. Alors, tu as été blessé, donc en Afghanistan. Comment ça s'est passé? Écoute, un soir, on mène une opération dans un village. Donc, on crée ce climat d'insécurité. Donc, on mène des embuscades et à un moment donné, mon équipe est prise à partie. Et puis, je monte à l'assaut avec des Afghans et je me fais faucher par une balle. Un ennemi me tire dessus. J'ai appris bien après. Donc un guet-apens? Ouais, enfin non, parce que l'ennemi était en face, donc si tu veux, c'est pas un guet-apens, on savait, puisque ça commençait à tirer, on menait déjà un combat depuis un temps. Et j'apprends par la suite que, en fait, la balle que j'ai reçue, c'est pas de l'ennemi en face, c'est que l'ennemi, il était interne, était au sein de notre unité, c'était un Afghan infiltré. Oh la vache! Donc, voilà. Donc là, tu prends une balle où? Je prends une balle derrière qui me rentre dans la jambe arrière et qui ressort au niveau du genou. Donc là, sec, ça m'arrache complètement mon fémur. Et là je tombe. Donc, tu sais, avec les moyens de vision nocturne, tu vois tout vert. Et là, je tombe, j'annonce que je suis blessé. Chaque soldat a une... dans les forces spéciales, on a ça. Ouais. Et puis aussi dans les forces spéciales, on a les médecins et les auxiliaires sanitaires qui sont formés au combat, donc nous accompagnent au combat. Ce qui m'a permis, c'est ce service-là qui m'a permis de survivre à cette blessure. Et aussi l'action de mon binôme. Et tu vois, le temps où je tombe, là, il me semble très long. Tu vois, et puis, et c'est pour ça qu'après, quand je disais tout à l'heure, en fait, notre vie, il n'y a pas de hasard. Tu vois, on a tous une destinée. C'est quand je tombe, avec mes moyens de vision nocturne, dans le ciel, tu vois, pour moi, j'étais très paisible. J'avais pris la balle, ça m'avait fait comme une piqûre de moustique. Et dans le ciel, je vois mon grand-père. Tu vois, mon grand-père qui est décédé et tout, des années auparavant. Et je suis très apaisé. Et je me dis, bon, ben, ok, c'est la mort, c'est comme ça. Et cette force, mon grand-père, en fait, plusieurs médecins par la suite me l'ont expliqué, en fait, il a toujours été présent. Tu vois, par la suite, en fait, il a toujours veillé. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire, tiens, tu peux être croyant ou pas croyant, mais il y a quand même une âme, tu vois. C'est les questions que je me suis posées par la suite, où, tiens, en fait, est-ce qu'on est sur Terre pour une mission donnée? Tu vois, est-ce qu'on a un destin où tu mènes ta vie au quotidien sans réfléchir à quelle est ta mission sur Terre. Donc voilà, c'est ces questionnements, cette anecdote où franchement là, et là je me réveille où c'est mon binôme qui se jette sur moi et j'ai dit écoute, je suis blessé à la jambe, qui me met le garrot, la morphine et avec les autres m'extrait, me mettre... Donc toi et ton binôme, vous avez de la morphine sur vous? Ah ouais, tu as un kit santé si tu veux, où tu as les éléments de premier secours, tu vois.
Donc, pansement, garrot. Donc, il te garotte la jambe. Il me garotte la jambe et rapidement, si tu veux, ils me mettent déjà, ils neutralisent la menace, tu vois. Ils font une boule de feu et puis ils me mettent à l'abri. Et là, le médecin me conditionne. Et heureusement qu'il est là parce que le fémur, tu perds beaucoup de sang. Qu'est-ce que ça veut dire, te conditionne? Eh bien, il me met les poches de sang nécessaires, tu vois, il me met un double garrot, il me met les drogues qui vont bien. J'ai pas mal tant que ça parce que la morphine fait son effet. Je me souviens d'avoir très soif. Tu vois, je leur demandais donnez-moi à boire. Et le médecin me dit non, tu vas être opéré, j'ai rien à foutre, de toute façon je vais crever, donnez-moi de l'eau, quoi. Et donc il me donne un petit peu de goutte d'eau, tu vois. Et je donne mes dernières instructions à la radio, à mon adjoint, et je lui dis écoute, tu prends le commandement et moi c'est fini, quoi. Et on attend. Donc tu as encore la. Ouais, je suis conscient, tout à fait. Mais tu as encore la présence d'esprit d'être dans la logique de je ne peux plus remplir mon rôle sur la mission, il faut que je transmette. Ouais. Ça, c'est un élément essentiel dans votre formation. Toujours la capacité à de toute façon, tu es toujours, tu vois, que le nageur, tu es en binôme, l'autre est en mesure de prendre ta fonction, tu vois, les fonctions sont multiples. Pareil, dans les groupes, même au sein des forces spéciales, le chef il est blessé, l'adjoint il prend le commandement et tu vois, on descend au plus petit élément. Donc là, tu donnes tes instructions. Oui, enfin, je dis, c'est très clair, je dis, je suis blessé, je quitte le réseau, je te laisse la main dessus. Et là, on attend, donc là, après, l'intensification des feux, commencent à arriver les hélicoptères de combat, les fameux tigres, à engager les combats, puisqu'en fait, les insurgés commençaient à s'infiltrer par les toits, donc un peu à nous submerger. Et on attend l'évacuation sanitaire, elle a lieu presque 2 heures, tu vois, sous le feu. Qu'il y ait une accalmie pour que l'hélicoptère vienne me chercher. Donc là, tu es dans les vapes. Ouais, moi après, je suis toujours conscient, mais dans les vapes, quoi. Tu sais, avec les drogues, la morphine, ça te fait vraiment partir. La douleur, pas tant que ça, parce que j'ai eu mal quand on m'a tiré, et j'ai eu mal quand on m'a mis dans le brancard de fortune pour me mettre dans l'hélicoptère, tu vois. Et là, j'ai eu très mal, parce que imagine-toi, ma jambe ne tenait plus, elle était coupée en deux, le fémur, je l'ai su par la suite, 10 cm de fémur était arraché. Tu avais les muscles, les tendons, les ligaments qui te tenaient ce qui restait, quoi. Ouais, voilà, donc là, tu pars en hélico et j'ai eu très mal, et dans l'hélico, tiens, figure-toi, l'anecdote, c'est que le gars, il se dit, mais il est complètement fou, lui. Et j'ai le médecin, un médecin, un infirmier avec l'hélico sanitaire, il me regarde les yeux avec la lampe, pourquoi il fait le test, et puis moi, je l'engueule, je dis, mais attendez, comment ça se fait que vous arrivez que maintenant, quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on menait une opération, on avait un briefing auparavant, on nous disait, ok, ça c'est bon, tu as rempli toutes les cases, tu peux avoir l'opération. Et dans une des cases, c'est se dire, tiens, de toute façon, l'évacuation, elle est à 25 minutes. Tu vois? Et moi, j'avais encore cette notion du temps, quand même. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Le mec, il dit, mais attends, il est con, lui, il a la jambe à moitié arrachée, et puis il m'engueule, il est allongé, tu vois, il est tout camouflé. Qu'est-ce qu'il ramène? Bon, enfin, voilà. Et non, je reste conscient à l'évacuation à Kaboul. Là, à Kaboul, tu as les équipes bienveillantes de santé qui te sortent de l'hélicoptère, tout le monde t'attend, et avec le brancard, et la dernière image, c'est la radiographie, où je vois le trou béant, où mon fémur est explosé. Et le lendemain, je me réveille avec un fixateur externe, parce que j'ai eu la chance incroyable d'avoir eu un médecin français, une équipe française qui me prenne en charge, parce que bien souvent les Américains ont été les amputés, voilà, pour aller plus vite. Et le médecin français a dit je vais sauver sa jambe. Et donc il a fait le choix de me poser un fixateur externe. Voilà, fixateur externe, ce sont des tiges, donc c'est des tiges avec, tu vois, des tiges en carbone sur le côté qui représentent le fémur, et ce qui va permettre à ce que le cal osseux se fasse et donc le fémur se recrée. Voilà. Ça, tu te réveilles à Kaboul et après, direct... je me réveille à Kaboul. Quelques jours, tu es rapatrié en France. Les autorités viennent me voir, tu vois, savoir comment ça va. Mon chef opération, qui me raconte l'équipe a été choquée. Si tu perds un chef, c'est toujours, c'est toujours un choc. Après, l'équipe s'est reconstituée pour repartir en mission, puisqu'il fallait finir le mandat, finir l'opération. Et moi, j'ai été évacué en France, non pas avec un avion sanitaire, puisqu'un ministre avait
saisi l'avion de transport. Donc on m'a évacué avec des militaires qui avaient fini leur mandat. Et donc j'ai fait 20 heures d'avion, tu sais, à l'arrière, dans des bannettes posées avec une infirmière qui m'accompagnait. Et j'ai fait, tu sortais d'Afghanistan, là, tu étais dans un pays limitrophe pour récupérer des papiers. Alors les militaires sont sortis. Après, on me posait à Malte pour le sas de décompression, les militaires. Moi, j'étais toujours. Et après, j'ai eu l'avion pour Paris. Voilà, Paris, j'arrive, bon, les infirmiers me prennent en main, et là j'arrive à l'hôpital militaire à Bégin. Et écoute bien, je suis sur le brancard, j'ai deux militaires, des auxiliaires qui traînent mon sac, mes affaires. Moi je suis en caleçon, tout camouflé, plein de sable. Et puis on arrive devant l'accueil à l'hôpital, et puis tu as la belle secrétaire, tu sais, du service de santé, chemise blanche, cravate noire, la blonde. Il me dit, oui, vous avez votre carte vitale? Bon, okay. Attends, on rigole, mais est-ce que tu as rigolé? Je sais plus, franchement, je sais plus, parce que je crois que je sortais de bloc, hein, donc j'avais des restes dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, putain, j'ai failli crever? Est-ce que tu te dis, j'ai vécu mon rêve de tout jeune quand tu nous racontais, tu es devenu nageur de combat, et puis là, tu sais ou tu sens que c'est fini? Comment tu es impatient de voir tes proches? Non, là, je suis encore conditionné le chef de guerre, tu vois, je veux dire. Donc, quand est-ce que je repars? Et puis quand tu es chef, tu es l'exemple. Moi, j'ai toujours fonctionné à l'exemplarité. Donc tu montres pas tes faiblesses. Et puis, j'étais pas du tout dans ce conditionnement, tu vois. Moi, je pensais que j'allais repartir en mission. D'ailleurs, à Kaboul, quand le lendemain, je me suis touché, le médecin, j'ai appris par la suite. C'est lui qui m'avait sauvé la jambe. Je lui ai dit, mais quand est-ce que je repars? Il m'a dit, mais vous, c'est fini, quoi. Bon, putain, c'est parti en engueulade, parce que, enfin voilà, le pauvre, je l'ai insulté de tous les noms, parce qu'il m'avait dit que c'était fini pour moi, quoi. Tu vois, c'était assez brutal. Donc, quand je suis arrivé à l'hôpital, après, j'ai été pris en charge d'une douzaine d'opérations. Ah ouais. Tu sais, l'hôpital, on est là pour prendre soin de toi. Alors, si dans un environnement, tu ne te poses pas ces questions, tu te dis, tiens, il y a les chefs militaires qui viennent te voir, les gradés. Pour l'instant, tu n'es pas là, tu dis, ah tiens, c'est fini pour moi. Et dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, éminent professeur, là, dans ce service orthopédie, là. Putain, il arrive, moustache, la chaîne à l'orge, lui, c'est un boucher, il va m'arracher la jambe. et un gars super, quoi. Et il s'assoit au pied de mon lit, il sent le caractère, le gars en face qui a un gros caractère. Et il me parle, et il me dit, écoute, en gros, la première ligne, c'est fini. Ça va être très, très long. Et il me fait comprendre, écoute, il faut passer à autre chose. Et écoute, et toujours dans cette dynamique, il dit, OK. Entre-temps, vient un officier me voir. Et je lui dis, écoute, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce qu'apparemment, je vais être pendant longtemps à l'hôpital, enfin handicapé. Il me dit, écoute, je dis, moi, je verrais bien... Je me dis, tiens, pourquoi pas faire travailler mon cerveau? En fait, de valoriser ces 16 ans d'expérience opérationnelle par un diplôme. Et il me dit, mais écoute, il existe un diplôme à distance à Lyon 3 en relations internationales, un master. J'ai master, mais moi, j'ai même pas le bac, quoi. Bon, bref, les infirmières, je leur dis, donc ça, c'était 24-48 heures, rapatriement. Et j'étais entre deux opérations, hein, je me souviens très bien, parce que j'ai eu une douzaine d'opérations. Et j'appelle mon épouse. Je dis, écoute, quand tu viens me voir, tu me ramènes l'ordi. Mon épouse, il leur dit, mais il est fou, mais je ne l'ai pas vu, ça fait je ne sais pas combien de mois que je ne l'ai pas vu, et on m'a dit qu'il était blessé, arraché, il veut son ordi. Et bon, en fait, l'ordi, pourquoi? Parce que j'ai voulu faire une lettre rapidement, j'ai fait une lettre de motivation, une demande d'acquis d'expérience pour rentrer à l'université Lyon 3, tu vois. Et donc, tu vois, c'était, voilà le mental, tu vois, il était conditionné déjà sur l'avenir. Dire, OK, allez, on ne s'apitoie pas sur son sort, on va de l'avant. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Non, mais tu as toujours ton abnégation. Et donc là, tu as demandé à faire transformer ton expérience de 16 ans sur le terrain comme étant quelque chose qui te permet d'aller chercher un master alors que tu avais pas le bac. Ah non, j'avais pas le bac. Moi, j'avais fait un bac chaudronnier en plus, tu vois, et je l'avais raté. Donc, j'étais vraiment nul de chez nul, hein, tu vois, pour te dire. Chaudronnier, ouais. Ouais, parce qu'il fallait souder les pots d'échappement de la voiture. J'ai dit, au moins, ça va m'occuper, tu vois. Mais vraiment un cancre, quoi. Enfin, je voulais être cancre. Après. Attends, et donc tu restes combien de temps alors écoute, à Bégin Bégin, rapidement, pareil. Tu sais, les hôpitaux te gardent peu et le médecin a compris que
es mieux soigné dans ton environnement familial. Donc j'ai fait Bégin 3-4 mois et ensuite j'ai été envoyé en convalescence chez mes parents. Parce que mon épouse travaillait et puis c'était lourd parce que j'avais, ma jambe ne pliait pas. J'avais les fers, j'avais des soins, je souffrais énormément puisque les fers dans la peau ça fait très mal, tu vois. Des décharges électriques, enfin voilà, je souffrais beaucoup, donc il me fallait beaucoup de soins. Et j'ai réussi. Là tu as encore des plaques là, dans le fémur? Non, j'ai rien eu en interne, c'était tout externe parce que pour éviter les bactéries, ainsi de suite, parce que sur le terrain j'avais attrapé une bactérie exotique, plus les staphylocoques et tout à l'hôpital, donc il faut éviter de mettre des plaques. Et puis la technique, c'était le câble osseux se fasse tout seul. Donc c'est pour ça que ça a duré, j'ai fait 18 mois, et j'ai retrouvé mon autonomie, où la dernière opération, c'est libération du judé, pour retrouver une autonomie, quoi. Tu vois ? Et donc mécaniquement, pour marcher, en tout cas je l'espère, tu es toujours dans l'armée française à ce moment-là. Ah oui, alors en fait, quel statut on a quand tu es t'es blessé, quoi. T'es blessé de guerre. Ouais, alors c'est pas un statut blessé de guerre, mais tu es en arrêt maladie, tu vois, et au bout de 6 mois, tu passes en arrêt maladie de longue durée, et c'est ce qui fait mal, c'est-à-dire tu n'es plus rattaché à ton unité, tu es rattaché dans un service administratif, alors je ne sais pas le nom en fait, où tu n'es plus dans, et donc toi c'est quand même ce lien avec, tu fais plus partie de l'unité, tu vois, donc là aussi il faut être mentalement fort parce que tu te retrouves seul, et quand tu es blessé, tu sais, on dit oui, il y a une camaraderie dans l'armée, mais la vérité c'est qu'après une fois chacun est dans son activité, sa part et tout. Et quand tu t'éloignes après de ton unité, tu es plutôt, pas oublié, mais il y a de la distance qui se met entre les gens. Et puis, tu sais, les gens avancent, sont mutés, partent en mission. Donc, tu te retrouves bien seul, quelquefois à l'hôpital, ou tu te retrouves avec d'autres blessés, puisqu'après, j'ai été pensionnaire aux Invalides. Et là, tu te retrouves avec toutes les générations, et puis tu te retrouves avec des gens qui ont vraiment, vraiment morflé, toi, et tu te dis, bon, ne te plains pas. Et là, tu t'es dit que tu avais eu de la chance, finalement. Ah ben oui, j'ai eu de la chance, et puis surtout, moi, j'étais dans un mindset, alors, parce que, oui, j'ai fait ma validation d'acquis professionnel, mais le doyen d'université, j'ai toujours son message, il me dit, Nicolas, bon, au vu de votre cursus, ça va être très dur quand même d'atteindre le niveau Bac+4. Et donc, ils m'ont permis de le faire en 2 ans. Donc, j'ai pu faire Master 1, Master 2, et je me suis mis à niveau. Et si tu veux, ces 18 mois d'hospitalisation m'ont permis, sur ma chaise, sur mon lit, à étudier. Donc, toi, avoir l'état d'esprit vraiment porté sur un autre objectif et non pas focus sur la maladie. Tu parlais de cette camaraderie qui pouvait s'étioler avec le temps et la distance, etc. Mais cette Tudor, par exemple, Blood Bay, on en a peu parlé, qui est un peu le fil conducteur de tout ça. Elle représente finalement ce lien et cet esprit de corps avec tes... Tu les appelles comment? Avec tes collègues, avec tes anciens collègues, avec tes copains. Camarades. C'est camarades. Ouais. Camarades. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette Tudor Black Bay? Parce que là, tu l'as eu... comment ça se passe? Tu l'as eu alors que tu n'étais plus militaire, puisque là, tu n'es plus militaire. Oui. Hein, tu l'as eu alors que tu étais militaire ou tu l'as eu après? Non, après, c'est un projet qu'un camarade a mené avec la maison Tudor Rolex. Ouais. Un projet très particulier, unique, où ils ont voulu créer une montre uniquement pour les nageurs de combat du service action de la DGSE. Voilà. C'est une montre qui a été réalisée en 57 exemplaires. 57 exemplaires, c'est pour faire référence à l'appareil de plongée mythique, le recycleur mythique des nageurs de combat, c'était l'Oxygère 57, un des premiers appareils de plongée réalisé par la société Fenzi. Voilà. Et donc, il fallait sélectionner, je ne sais pas comment la sélection s'est faite, il n'y en a que 57 nageurs de combat, agents opérationnels du service action, qui ont la montre. Qui ont eu la proposition de l'acquérir ou elle a été offerte? Donc, il y a eu la proposition de l'acquérir. Ouais. Okay. Elle n'a pas été offerte. Qu'est-ce que tu t'es posé la question de l'intérêt ou non? Quelle relation tu avais avec l'horlogerie autre que cet instrument vital pour toi? Tu nous l'as expliqué, pour le cap, pour les plongées longues, pour la précision de l'exécution de toutes tes missions, etc., etc. Au moment où cette proposition arrive, c'était ton truc, les montres, ou pas plus que ça? Pas plus que ça. J'ai commencé... en fait, cette montre est arrivée bien avant la connaissance d'un copain qui m'a fait découvrir le monde de l'horlogerie.
Celui qui nous a fait nous connaître tous les deux. Exactement. Le fameux Eric. Le fameux Eric. Ouais. Et en fait, cette montre, quand on m'a présenté le projet, je dis tiens, c'est garder le lien avec l'unité, puisque c'est quand même cette unité prestigieuse et dans laquelle j'ai servi et j'ai beaucoup d'attaches. Et puis je me dis tiens, c'est aussi un témoin à transmettre à mes enfants. Tu vois, plus tard, en disant, tiens, voilà, cette montre, ça résume une partie de la vie de votre papa dans l'armée. Voilà. La première partie, puisque maintenant tu rebondis. Oui, la première partie, oui. Bah oui. Oui, alors on ne saura pas sur quoi il rebondit, les amis, puisque on n'en sait pas plus sur la vie de Nicolas. Comment ça se passe, le moment où tu le sens, probablement, puisque tu as repris les études, etc., que tu vas sortir de l'armée? Alors écoute, encore une fois, je ne le sens pas. Ce que j'ai appris pendant cette blessure, c'est la richesse des rencontres. Et c'est pour ça, j'en reviens toujours au destin. En fait, j'ai l'impression que tout a été fait sur un fil. Tout, à un moment donné, m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont orienté. Tu vois, c'est comme au début, je dis, la connerie m'a permis de rebondir dans l'armée, aller chercher ça. Là, c'est pareil, la blessure. Je fais ce master, je souhaite me reconvertir dans la sûreté comme beaucoup de personnes. Une fois que je retrouve mon autonomie aux Invalides, je vais sonner aux portes. Donc toi, la détermination, on retrouve avant. Les directeurs de sûreté, dire tiens voilà, j'ai tel profil. Et j'en ressors de cet enseignement, de ces rencontres. Il faut maîtriser l'anglais. Ah d'accord. Bon, maîtriser l'anglais, d'accord. Bon, mais alors je monte un dossier avec l'armée, une convention avec les blessés. Je pars étudier 7 mois à Londres dans un campus pour adultes, tu vois. En toute clandestinité. Non, là non. Non, j'étais toujours rattaché. Il s'appelait John à l'époque J'étais rattaché. Mais bon, alors il y avait de multiples nationalités, donc à la limite le parcours de chacun ne l'intéressait pas. Tu vois, c'était surtout l'avenir. C'était porté sur l'avenir. Mais ce fut déjà l'anglais. Et puis à la sortie de ces 7 mois, je rencontre quelqu'un qui me dit mais tiens, on cherche un profil comme toi pour développer des marchés dans l'industrie de défense, en Afrique, ainsi de suite. Et hop, tu vois, cette rencontre, c'est là où il y a eu une convention avec l'armée, donc j'ai fait 6 mois de stage et je suis sorti de l'armée en 2016 officiellement, et pour raison de réforme, puisque j'avais plus les conditions physiques pour entrer dans l'armée, ou du moins j'aurais pu rester sur un poste sédentaire, mais tu vois, c'était pas dans mon état d'esprit. Et puis cette rencontre m'a permis de faire ça. Et puis j'ai développé ce pays, nouvelles connaissances. Et puis la tuile, monsieur tout le monde, licenciement. Bon, ok, qu'est-ce que je fais? Au final, je me dis, tiens, j'aimerais bien connaître le monde de l'entreprise. Et comment aller connaître? Et moi, j'ai besoin de formation, de savoir. Tiens, je candidate à HEC pour faire un exécutif MBA. Tu vois? Et puis je suis pris, pendant 2 ans j'étudie à HEC, là je fais des super connaissances, j'apprends. Alors j'étais dans le monde où tu as les mecs brillants, ainsi de suite, tu as le gars, il n'est pas le bac, quoi, tu vois. Je me suis fait 2 ans de master en relations internationales. Et puis, sorti de ce diplôme, une nouvelle rencontre fait qu'aujourd'hui j'ai pu être faire mon activité actuelle, quoi. Voilà. Et toujours, tu vois, la rencontre de personnes. Ouais. Qui nous permet aujourd'hui d'être ici oui, bien sûr, autour de la montre. Un bel exemple pour les jeunes, les amis, notre ami Nicolas, l'abnégation, l'ambition, l'envie de faire les choses et puis de ne pas se fixer de barrières. Ouais, se mettre en action, par soi-même, de ne pas forcément attendre des autres. Et au final, quand tu te mets cette discipline d'action, si tu es bon, tu as une bonne âme, tu récoltes toi, les éléments extérieurs, tu vas rencontrer toujours quelqu'un qui va te pousser. Dans tes 16 ans, est-ce que tu donnes le sentiment d'être quelqu'un de très déterminé, mais aussi de serein et d'humble? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes sur ces 16 dernières années d'opération, et de l'autre côté dont tu es fier, même si c'est pas du tout la fierté que tu exprimes aujourd'hui? Le regret, non, parce que j'ai toujours voulu, et aujourd'hui, à me dire, je ne vis pas dans le regret. Donc, j'ai eu la vie que j'ai voulu.
je l'ai choisi. Tu vois, je voulais faire les nageurs de combat, ben, j'ai trouvé les moyens pour y aller, pour réussir. Donc, j'ai pas de regrets. Après, reformuler certaines attitudes dans le passé, comportement, mais c'est pas des regrets sur le conditionnement de la vie ou sur le destin de ma vie. Non, une certaine fierté, ben, une fierté de te dire, bon, en fait, tu as pris ta vie en main, et puis tu t'aperçois que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui te porte, tu vois, enfin, en tout cas, m'apporte du savoir. Et puis surtout, je te dis, je me suis rendu compte de cette richesse de rencontrer les gens. Tu vois, des gens qui m'apportent beaucoup, des gens bienveillants. Et ça c'est une certaine fierté. Et puis la fierté d'avoir ce premier parcours militaire qui m'a permis de rebondir aujourd'hui dans le secteur civil où je suis épanoui et je vois des possibilités non limitées pour se développer. La fierté de servir son pays, ça a été aussi un filigrane. C'est quelque chose de complexe, la relation. Je pense que c'est surtout, c'est pas une fierté, mais avoir ancré au fond de soi la notion de servir. Ouais. Voilà. La notion de servir, alors certes l'État, mais tu sais, quand tu es jeune, tu ne prends pas conscience de la valeur de l'État. Et tu la vois quand tu as un œil, je pense, quand tu sors de l'armée, tu te dis, et que tu vas à l'extérieur, ce que représente la France, tu vois, et puis surtout notre histoire, quand tu penses sur notre histoire. Pendant 16 ans, à peu de choses près, tu as porté une G-Shock. Puis maintenant, tu as une Tudor Black Bay customisée. Hein. Ouais. Alors vous le savez, on en a eu sur la chaîne d'autres Black Bay comme ça, d'autres Tudor, notamment de la DGSI, etc. Celle-là, elle est un peu particulière. Si j'ai bien compris, les acheteurs n'ont pas d'existence officielle, quoi. Toi, tu ne l'as pas commandé à ton nom. Tout ça, c'est dans un flou qui protège votre sécurité, votre confidentialité. Et oui, exactement. Elle est restée dans l'ADN vraiment d'un service secret. C'est-à-dire, il y a eu cette collaboration avec Tudor Rolex. Et c'est-à-dire, cette montre, on ne peut pas la lier à mon nom. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour les autres opérations spéciales, hein, que ce soit... c'est ce qui la différencie exactement des montres, exemple, le commandement des opérations spéciales. Le COS a fait faire une édition limitée Tudor. Eh bien, il n'y a pas ce... Elles ont été commandées au nom de ceux qui les commandaient. Ceux qui les commandaient, exactement. Ouais. Là, il y a vraiment c'est-à-dire, le service après-vente Tudor ne sait pas que tel numéro de montre appartient à M. Nicolas. Voilà. Ouais. Alors, pour terminer, se projeter un peu, c'est ton intérêt pour l'horlogerie est potentiellement, tu vas nous le dire, né avec cette montre. Et je voyais bien qu'en fait, tu me dis si je me trompe, mais ça aurait été une Longines, ça aurait été une Breitling, tu l'aurais pris. Et tu aurais une relation mécaniquement particulière avec la marque en question, parce que toi, c'est pas la marque que tu y vois. Ça symbolise bien d'autres choses. Où est-ce qu'elle t'a amené cette montre? Est-ce que tu rêves d'autres montres? Tu as peut-être plus de moyens financiers maintenant pour une G-Shock. Une G-Shock, une MRG, ça monte à 5 000 € hein, quand même. Hein. Après, ça commence à 69. Un petit coucou à Yvan hein, qui était venu nous présenter cette montre. Tu t'es mis à l'horlogerie, tu as commencé à en acheter. Notre copain commun, Eric, t'as rongé le cerveau avec ça. Tu vois, où t'en es maintenant sur ce sujet-là, beaucoup plus futile hein, que ce dont on a parlé avant. Bon, déjà, ça m'a permis un peu de reprendre... Je peux l'essayer? Oui. Ça m'a permis d'apprendre l'histoire. En fait, les nageurs de combat, il y a toujours eu un lien avec les montres. Oui. Tu sais, tu parlais de Bob Maloubier, Claude Riffaut avec la Blancpain. Après, j'ai vu que Rolex avait pu équiper les nageurs de combat, et Tudor à un moment donné. Donc j'ai découvert, si tu veux, le monde de l'horlogerie. Elle me va bien. Hein. Ah ouais, elle est belle, hein. Très très belle. Hein. Tu sais que normalement, quand la montre de l'invité me va, je repars avec. Hein. D'accord. La porte est fermée, donc on verra, on négocie après. Donc ça t'a donné envie d'apprendre. Ça m'a donné envie d'apprendre. Toujours l'envie d'apprendre. Le milieu en fait de l'horlogerie. Pour moi. Avant que je fasse l'acquisition de celle-ci,
en dehors du boulot, bon, les G-Shock ou en fonction des missions, tu as adapté la montre selon le profil, mais moi j'étais plutôt orienté action, donc j'avais bien souvent des G-Shock, des Garmin, des Suunto, un truc comme ça. Mais j'avais fait l'achat d'une Breitling Avenger, je crois en titane, tu vois, parce que je trouvais que c'était beau, mais il y avait toujours la notion rustique, tu vois, le côté aventurier. Et puis, quand j'ai eu celle-ci de montre, j'ai un peu plus regardé de l'intérieur d'une montre, l'histoire. Donc le lien avec les nageurs de combat, et puis avec mon camarade là, qui lui est un passionné, un grand passionné, on a, au fur et à mesure d'échanger, et lui portant toujours des montres, j'ai trouvé que c'était un bijou pour un homme, tu vois, je porte pas de bague ou quoi, et je trouvais que c'était le complément idéal à un homme, à une tenue. Et c'est vrai qu'avec des moyens, j'ai pu faire l'acquisition d'autres montres, ouais. Ouais, il y en a une en particulier qui a un autre sens qu'un bijou, où tu n'y cherches pas à y mettre du sens, mais à simplement à regarder un bel objet. Je dirais le beau, parce que je suis très porté par la valeur du beau, ce qui est beau, l'esthétique, ce qui est beau, le beau pour toi. Oui, le beau pour moi. Et le travail qui est fait derrière, et donc ma première acquisition, c'est une C.D. Weller de chez Rolex pour les 50 ans de la marque. Et tu vois, la démarche, aller dans la boutique, pour moi tout ça c'était nouveau, tu vois, cette expérience client, franchement j'ai très apprécié. Et puis, tu vois, la personne qui devant la montre me demande mon histoire, donc toi, il a été aussi touché par l'histoire, j'ai pu raconter, puisque je suis allé chercher ma montre. Tu l'as eu en combien de temps ta C.D. Weller? Je crois que je l'ai eu en 2 mois. Ah, et quand tu as demandé à Eric, est-ce que tu l'as eu plus rapidement que d'autres, il a dû te dire, oui, mais avec l'histoire que tu racontes, on est un peu plus chaud pour t'en fournir une que une deuxième. Et la deuxième, j'ai dit, tiens, pourquoi pas une Explorer? On lui fait un petit coucou à Eric, il est caché derrière Pourquoi pas une Explorer? Et puis, mais tu t'es fait ronger le cerveau, là. Et le vendeur, j'ai dit, non, mais attends, je suis pas pressé. Hein. Surtout, j'ai d'autres projets. Bon, 48 heures après, il me dit, elle est là. Bon, et comment dire, Eric, va acheter la deuxième, quoi. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que tu as au-delà de ce qui pourrait arriver plus vite, parce que tu as d'autres projets, entre guillemets, est-ce qu'il y a un modèle qui te fait rêver, que tu aimerais avoir un jour? Écoute, pour l'instant, je ne suis pas assez cultivé peut-être par le monde de la montre, donc je découvre, je vois des nouveautés, je vois des vieilles montres, mais c'est vrai que je voudrais maintenant, que j'ai mis le doigt dedans, je voudrais avoir un lien avec mon passé, la montre outil de plongée, tu vois, donc celle-ci, la C.D. Weller, pourquoi pas la prochaine, une Blancpain, tu vois, la 50 Phantom, voilà, pour faire... Voilà, cette continuité entre mon histoire passée et puis quand je regarde la montre, en fait, je me dis, mais tiens, toi, tu vas voir la Blancpain, tu vas voir Bob Maloubier, par ailleurs, qui m'avait dédicacé un bouquin et tout, Espion au pied palmé, pardon. Toi, ça te rappelle ton passé, ça te rappelle d'où tu viens et puis la concrétisation, tu vois. Alors, il y a pas mal de marques françaises qui font internationales. Hein. Moi, je te recommanderais l'année prochaine, puisque j'en viens, j'étais au Geneva Watch Days, c'est un moyen de rencontrer et de voir toutes les marques très très rapidement, plein de choses. Qu'est-ce que j'ai découvert au Geneva Watch Days, les amis, qui peut t'intéresser? Une marque norvégienne qui s'appelle Micro Mil Spec, donc Military Specification, qui a comme histoire de ne faire que des montres pour notamment l'armée norvégienne, et là qui a sorti un modèle avec une couronne à gauche, pas mal du tout, donc ça c'est intéressant, mais ça c'est une marque norvégienne, et en France il y a Ralphtech, peut-être que tu connais, oui, Ralphtech, là qui fait des produits très clairement avec comme marché cible, il a je crois, Franck, excuse-moi si je me trompe, mais une quinzaine de forces spéciales d'armées dans un certain nombre de pays du monde, avec des montres extrêmement robustes, plutôt du 50 mm. Donc il y a vraiment des choses intéressantes dans le domaine, à la frontière entre des montres réellement pouvant être utilisées en opération, et puis après, une montre comme celle-ci, qui est plus une logique de symbolique. Et d'appartenance à un corps pour se souvenir, et puis pour aussi valoriser tout ce que tu as pu faire. Par ailleurs, il y a plein de symboles dedans, on ne les a pas évoqués, mais elle est plein de symboles là-dedans, notamment l'index rouge, 7,
La le devise. numéro, le calendaire, le 7, il est en rouge. Il rappelle un des plus fameux espions 007. La devise. Mais il n'était pas de la DGSE. Hein. Non. Voilà. Ou alors, on ne le sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et la devise, c'est la devise Et la devise, c'est laquelle devise alors c'est Memento Dea Semper, c'est-à-dire que c'est une devise des nageurs de combat italiens. Pourquoi ? Parce que Claude Riffaut et Bob Maloubier, après la Seconde Guerre mondiale, sont partis se faire former vers les meilleurs à l'époque, c'était les nageurs de combat italiens, pour créer les nageurs de combat français. Et donc cette devise, qui veut dire « Souviens-toi de toujours oser », tu vois, ça porte bien les valeurs de l'unité des nageurs de combat. En fait, l'audace, l'audace d'oser, de l'aventure, tu vois, comme ça. Je dirais, c'est ta devise. Depuis tout à l'heure, on voit que tu n'as pas besoin de te souvenir de toujours oser, c'est que tu oses toujours. Et quand on ose, la probabilité qu'on réussisse est quand même plus proche que si on n'ose pas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, les amis, si vous voulez participer à Petite Montre entre amis, alors, vous n'avez pas besoin d'être agent secret, espion ou astronaute, etc. Vous pouvez simplement avoir une belle histoire avec votre montre à raconter. Vous m'envoyez un formulaire sur www.dalichous.fr avec votre nom, vos coordonnées. Évidemment, si vous êtes un espion actif ou un ancien, vous mettez votre matricule. Comme ça, je n'aurai ni votre nom ni votre email. Et puis, on essaiera d'organiser une vidéo sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Très sympa. Salut les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.